Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Herbionic Éco-Rustique, une gamme de semences de fleurs de qualité supérieure. En plus de rehausser la beauté du paysage, Herbionic Éco-Rustique favorise la biodiversité et attire les abeilles, les papillons et les oiseaux pour le plus grand plaisir des enfants et des jardiniers. Tous nos mélanges sont préparés avec soin par des professionnels. Gloco est avant tout l'histoire d'une passion qui dure depuis plus de 100 ans pour des produits de qualité. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver à Radio Légumes et compagnie. Puis bonjour Bertrand. Bonjour Janine. Ça va bien? Oui, Oui. On parle aujourd'hui de la guerre des mondes. oui, quel monde. Ou de la cohabitation des mondes magnifiques Oui, oui. qui font vivre la Terre. Aujourd'hui, une On terre parle de la d'insectes, d'acariens, de petits animaux qui permettent le contrôle de la présence des insectes ravageurs. qui contrôle la présence des insectes ravageurs. Oui, madame. OK. Alors, tu nous parles d'insectes, d'acariens et quoi d'autre? Est-ce que c'est nuisible, en fait? Alors, on considère qu'il y a environ 950 000 espèces d'insectes dans le monde. 950 000 espèces, oui. Selon les experts, on pense qu'il y en a même de 8 à 10 fois plus, parce qu'on ne les a pas toutes trouvées. Mais il faut savoir que 0,5 % est ravageur, soit entre 450 et 500 espèces. Donc, sur les 950 000, il y en a 945 500 qui sont potentiellement des alliés et 450 à 500 qui sont des nuisibles. Mais c'est drôle parce que tout le monde ne voit pas ça comme ça. Non, c'est pour vous Mais- dire que le nuisible, il y a moins d'insectes nuisibles. Donc, c'est pour ça que dans mes livres, j'écris toujours insectes ravageurs parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas. Oui, OK? c'est ça, c'est ça. Donc, c'est une vision du monde, une vision du Oui. monde des insectes et des... Oui. On appelle ça des animaux. Quand ils ont 8 pattes, là, ça fait partie C'est de la ça. famille des animaux. Une C'est araignée à 8 pattes, C'est ça. c'est pas un insecte, C'est ça. mais ça peut être bon. Oui, C'est ça. oui, c'est ça. Alors, il faut aimer le règne animal Il faut aimer et toute la les nature au complet. Il insectes. faut aimer toute la Oui. nature au complet. Il ne faut pas faire de discrimination. Alors, les insectes qui sont considérés comme bénéfiques, qu'on devrait favoriser, comment tu vois ça? Les insectes indigènes, ceux qui sont présents naturellement, c'est ceux-là qui sont le plus efficaces parce que sur les plantes indigènes, c'est là qui sont le plus efficaces. En général, c'est ceux-là qu'on préfère. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils sont moins dommageables pour leur environnement? Non, Non, c'est par qu'ils sont rapport. mieux adaptés. Mieux Ils sont mieux adaptés. Si tu regardes... Ils sont présents, ils sont adaptés. Là, ils vont faire le job sans qu'on ait besoin de s'en préoccuper, à moins de les détruire. Puis les trucs japonais, c'est pas indigène. Non, Comment c'est tu ça, les c'est- scarabées Le japonais? scarabée japonais, Indigène. non, c'est un insecte envahissant et donc ravageur envahissant. Et donc, il n'y a pas de prédateur, justement. Il n'y a pas de prédateur indigène et c'est là qu'il y a un problème. OK, là, maintenant, il y a une maladie qui va le petit point blanc là, sur le dessus, là, c'est un insecte, une maladie, je me souviens plus. Tu as un prédateur qui va commencer à le détruire, puis les populations vont commencer à chuter, là, commencent à chuter maintenant. Parce qu'ils sont pas adaptés, c'est pas des indigènes, C'est ça. Alors, ils ont trouvé leur nœud, là. Sauf que les Leur maladies indigènes sont attaquées par les insectes indigènes sont attaqués par des insectes indigènes. Aussi. Mais Aussi. ça crée un équilibre, par contre. Ben, c'est ça qu'on cherche. Bon. Alors, c'est quoi les insectes indigènes qui sont bénéfiques, donc avec lesquels on cohabite avec bonheur? Je vais vous en donner 4 parce qu'il y en a beaucoup. Là, vous irez sur le site voir le tableau. Il y a les chrysopes, les larves de chrysopes qui vont manger les pucerons et des autres insectes à corps mou. Donc, les carabes, les larves et les adultes qui peuvent manger des arthropodes à corps mou, les insectes et des escargots. Les lycoses ou araignées loups, donc les adultes, les araignées ont un impact positif. Les insectes et autres arthropodes, et puis les punaises ontochorides qui sont avec les adultes qui mangent des œufs, des larves de lépidoptères, de pucerons, d'acariens, de psylles, de tripes, de colchis et d'altises.
Donc, si vous avez des punaises que vous n'aimez pas, parce que on ne parle pas des punaises de lit, Non, c'est non. des plus grosses punaises, ben, elles vont manger beaucoup d'œufs et de larves de toutes sortes de pucerons, d'acariens, de psylles, de thrips. C'est intéressant pour ça. C'est intéressant pour ça, la fameuse punaise. Oui. Puis quand c'est celle que tu écrases et qui dégage une odeur nauséabonde, c'est parce qu'elle se nourrit de n'importe quoi. Punaise. Une odeur de punaise. Alors, c'est un monde à découvrir. Tu sais, sans être entomologiste, Non. plus on connaît sur les insectes, plus on comprend et plus on apprécie. Oui, mais il y a des manières de favoriser, c'est-à-dire en n'utilisant pas de pesticides. Oui, tu les tues pas. Tu les tues pas, parce que les pesticides, en général, tuent à peu près toutes. Donc, tu cherches l'équilibre. Alors, comment on favorise justement la présence des insectes utiles indigènes? Donc, la biodiversité, je l'ai répété 1000 fois dans ce balado, c'est toujours la meilleure stratégie, biodiversité. Une biodiversité va vouloir dire... Dans tes végétaux? Dans tes végétaux, oui, parce que plus tu as de végétaux, plus tu as d'insectes, plus tu as d'alliés, OK? Et aussi, donc, plus tu as de végétaux, moins tu as besoin d'utiliser de pesticides et moins tu dois utiliser de pesticides. Donc, les pesticides doivent toujours être en dernier recours. Qu'ils soient biocides ou pesticides, c'est toujours en dernier recours quand on n'a plus le choix. On essaye d'établir un équilibre dans tout ça. Et donc, l'utilisation de plantes indigènes, parce que certains insectes bénéfices indigènes préfèrent uniquement certaines plantes indigènes. Donc, si on veut augmenter la biodiversité, les plantes indigènes sont une bonne manière de le faire. Alors, donne-nous donc des exemples de plantes indigènes là, qui favorisent les insectes utiles. Chez les arbres, je vous en donne 2, l'érable à sucre et le hêtre à grandes feuilles. Chez les arbustes, l'aronie à fruits noirs, le houx verticillé, tous les calmias, les noisetiers à long bec, les pruniers de Pennsylvanie, le raisin d'ours et le thé du Labrador. Tout ça, c'est des plantes qui sont en partie comestibles. Chez les plantes grimpantes, on va avoir la clématite de Virginie puis la vigne des rivages qui peuvent servir à faire des greffes de vignes. Et puis chez les plantes herbacées, les asclépiades de Syrie, je donne cet exemple-là parce que... Est-ce que ce sont les mêmes oui, c'est justement qu'on a le sauvage? Ces asclépiades qui permettent les papillons monarques, là, donc c'est les mêmes. Donc ça favorise aussi toutes sortes de beaux insectes. Certains astères, les campanules à feuilles rondes, les épilobes aussi, les iris versicolores. Les épilobes, c'est ça qu'on voit en bordure des autoroutes? Pas tout, oui, ça dépend. Violacées, mais celles qui sont légères, mais c'est celles qui poussent après un feu. Les épilobes, quand il y a un feu, c'est les premières plantes à pousser. Les liatrices à épis, les monardes fistuleuses, populage des marais, la tiarelle cordifoliée, puis la verge d'or. Donc, ça, c'est quelques exemples, mais il y en a beaucoup plus. Là, encore là, allez voir le tableau sur le site avec les détails. Oui, puis là, tu peux, à ce moment-là, prendre une série d'idées pour l'implantation de tout ça dans ton jardin. C'est ça. Pour attirer les bons insectes. Les bons insectes. C'est-à-dire que le jardin, il peut être potager, mais il peut être aussi avec des fleurs, parce que ces fleurs-là vont attirer les bons insectes, en plus des fleurs pollinisatrices. C'est pas tout à fait les mêmes. Des fois, c'est les mêmes, des fois, c'est pas les mêmes. C'est pour ça que c'est un monde à étudier. C'est fascinant. Ben oui, c'est toujours fascinant. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'attirer les insectes utiles et indigènes? Ça tu l'as bien précisé au début du balado. Les utiles, globalement, les indigènes y compris. Encore là, je reviens avec ma biodiversité. Je suis fatigant, mais c'est toujours la bonne affaire. On peut aussi utiliser des murets de pierre sèche. Un muret de pierre sèche, c'est refuge pour les insectes utiles. Et puis aussi en laissant la place sur place les fleurs et les tiges et le bois mort. Sous les haies, on laisse les feuilles, on laisse les aiguilles, on laisse... Au lieu de ramasser vos feuilles à l'automne, OK, puis d'acheter du paillis au printemps, OK, vous laissez vos feuilles sous la haie, par exemple. Puis le petit bois mort, pas le gros, là, les grosses branches, on les enlève, mais le petit bois mort, vous le laissez. Ça va créer toute une vie d'insectes utiles dans cette partie-là du sol. Et là, après ça, ils vont aller sur les plantes, puis après ça, ils vont contrôler les comment ça s'appelle? Les attaques de ravageurs. Okay? Oui. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la fonctionnalité, et c'est ce que certains appellent l'équilibre dynamique. Okay? Donc, c'est un équilibre dynamique. On n'arrive jamais au point d'équilibre, là, parce que dès qu'il y en a un qui prend le dessus, l'autre reprend le dessus, et ainsi de suite. C'est dynamique comme équilibre. Moi, ce que j'appelle, c'est les fonctionnalités. Chacun a sa fonction. Parce qu'un insecte qui mange un autre insecte peut être lui-même mangé par un autre insecte, mais qui, lui, est un insecte nuisible,
mais après ça, l'autre peut être favorable. Donc, c'est une question d'équilibre. C'est pour ça que la biodiversité, elle vient apporter cet équilibre-là. Fait que la biodiversité, elle est aussi dans les feuilles mortes et tout ce qui tombe du jardin. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas juste des plantes. Non. C'est ça. C'est ça. Un jardin propre, c'est pas un jardin qui est écologique parce que l'écologie, c'est dans la forêt, c'est pas propre. Et ici, le compromis, c'est les pelouses, les petites aires de pelouse restent propres. Mais sous les haies, puis dans les plates-bandes, là, il y a beaucoup de vie, puis on laisse aller ça. On utilise les feuilles pour faire le paillis. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est un bon compromis. Ben oui. En milieu urbain ou en fait. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Gloco est heureux d'annoncer le lancement d'un nouveau mélange de semences de la gamme Herbionic Éco-Rustique. Particulièrement bien adapté au petit terrain, le mélange Herbionic Éco-Rustique urbain forme un tapis végétal d'environ 30 cm de haut. Il est composé de plantes vivaces et de fleurs annuelles dans une combinaison colorée et vivifiante de blanc, de jaune, de mauve, de rouge, de rose et de bleu. Certaines plantes offrent même un parfum délicat. Par sa hauteur, les plantes du mélange Herbionic Éco-Rustique urbain arrivent rapidement à maturité pour fleurir. En vente chez votre spécialiste horticole. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, cher Bertrand, oui. Tu nous as parlé des insectes en long et en large, utiles et indigènes. Maintenant, les oiseaux, là, on lève le nez, on décolle du oui. nez. Ben, les oiseaux sont des alliés parfois, puis parfois des concurrents. OK? Au printemps, les oiseaux insectivores sont des alliés parce qu'ils mangent les chenilles et les vers d'insectes ravageurs. Mais une fois que les légumes fruits puis les légumes grains sont mûrs, ben là, ils deviennent des nuisances. OK. Légumes grains, blé d'Inde, quoi d'autre? Légumes blancs, ça peut être le blé d'Inde, mais ça peut être aussi tes haricots, ça peut être... tu sais, ils mangent des graines. Si tu laisses sécher un tournesol sur pied, là, ils vont venir manger les graines de tournesol. C'est ça. OK. Ça, c'est donc, les tournesols que tu peux cultiver du tournesol pour manger les graines de tournesol, ben, elles ont une nuisance. Ça peut être de venir picorer des pommes, ça peut être de venir de picorer des fruits, ça peut être toutes sortes de choses. OK? Donc, je pense à la mélanchier, les oiseaux, ils viennent ramasser les fruits, ils se servent. Les cerises aussi, ils se servent. Il y a beaucoup de légumes fruits, légumes gras, et les fruits aussi. Là, j'avais oublié les fruits. Et donc, c'est une question d'équilibre. Donc, au printemps, on va les laisser aller, puis un petit peu plus tard, ben là, on va mettre des filets, on va trouver des moyens d'un petit peu les contrer. À partir du moment où tes fruits, par exemple, dans la mélanchée, commencent à mmûrir, là, tu dois te protéger, ou tu dois agir plus vite. Mais c'est ça, si tu attends que tous les fruits soient mûrs, tu n'en auras pas, puis si tu attends il faut que tu viennes concurrencer, donc tu vas pas toutes les récolter, non. Mais tu vas venir récolter ce que tu peux récolter. Là. Donc, c'est un partage entre la nourriture des oiseaux et la nôtre. Oui. Alors, se faire des oiseaux, nos alliés, on fait ça comment? Ben, on installe des plantes refuges ou nourricières. Donc, c'est une première stratégie. On peut décider qu'on leur laisse certains arbustes. Là. Je pense aussi aux camerises. La camerise, là, c'est les oiseaux, en quelques minutes, c'est fini. Ouais. On laisse la matière organique en décomposition. Ça leur donne du matériel pour faire leur nid. Les nichoirs et les mangeoires favorisent aussi la présence des oiseaux. Par exemple, on pourrait mettre des nichoirs et des mangeoires au printemps pour qu'ils viennent nettoyer le jardin, puis arriver au moment des récoltes, ne pas en mettre dans les mangeoires, réduire dans les mangeoires pour que... Ou l'autre stratégie, c'est de leur donner dans le mangeoire où c'est plus facile que d'aller dans le potager. L'abreuvoir, les bassins, les étangs, les mares permettent aussi d'étancher leur soif. Et puis, au printemps, nous, on l'a avec quand les nénuphars sont sortis, ils viennent se laver, là, ils viennent se baigner dans le bassin pour ça. Donc, le bassin aussi est une forme de... Fait que c'est très vivant. C'est très vivant. Puis, dans le fond, de ce que tu dis, on devrait préconiser des haies,
que ce soit des headsets ou des MX, Des quand MX, tu parles, oui. parce que au lieu des clôtures, Oui, parce que ça favorise justement, oui, c'est ça ça. favorise. Fait que si tu mets une clôture, tu vas mettre aussi des arbustes. Tu mets les Oui, deux. il faut mettre, les deux mettre les c'est deux. sûr que si tu as une piscine, du gazon, pas d'arbres, pas rien, là, si tu mets une plante, tu mets 3-4 plantes là-dedans, les insectes vont se régaler, là. Mais c'est un jardin qui est très biodiversifié, des arbres différents, des arbustes différents, toutes sortes de choses. Ça va réduire. Ça ne va pas régler 100%. Il y a des insectes qui sont extrêmement voraces, mais ça va réduire. Mais si tu as une plante que les insectes ou les oiseaux adorent, pour les Ouais. fruits et pour les feuilles, tu en as un, C'est ça. ça se rabat là-dessus, c'est final bâton, tu n'as plus rien dans ta cour. Puis vous consulterez là, les différents balados qu'on a faits sur sur les insectes et le contrôle des insectes. Là. Donc là, je développe sur les alliés. On parle des alliés, mais là, on développe sur les alliés. Et entre ciel et terre, on a parlé des insectes, des oiseaux. Maintenant, on va parler des animaux. Les animaux qui sont utiles. Ben, il y a les amphibiens, les reptiles et certains rongeurs. Je veux dire, tu dis ça, là, puis il y en a qui les poils hérissent sur leurs bras. Oui. Ouais. Hein, Alors, oui. on va parler, tiens, des amphibiens. Les amphibiens. Donc, ils régulent plusieurs populations. On pense aux crapauds qui se nourrissent d'insectes ainsi que de vers et de limaces. Les grenouilles qui mangent en général des insectes et des mollusques. Les tritons s'alimentent de vers, d'insectes, de crustacés et de mollusques. Par contre, ils peuvent manger les œufs de grenouilles et de salamandres, donc, Ça, donc c'est parfois, moins- c'est moins le fun. Puis les salamandres ingurgitent des adultes et des larves de diverses espèces d'insectes. Fait que c'est ça. Chacun a son utilité. C'est ça. Fait que si tu as ça dans ton jardin, c'est parfait. Ouais, C'est ça. parfait. Attirer les grenouilles, les crapauds. C'est ça. Fait que là, tu peux pas dire je veux l'un, je veux un, je veux l'autre. Idéalement, c'est que tu veux à peu près tout, puis tout le monde se gère. Là. De là l'importance d'un petit plan d'eau. Oui. Mais pas Oui. profond pour pas risquer Oui. que des enfants s'y noient. C'est Ben ça oui, l'idée. c'est Là, ça. pas une piscine, mais des plans d'eau naturels. Oui, le parce que plus c'est naturel ici, ça possible. sert à rien. Il n'y a pas d'insectes là-dedans. Non. On met du chlore pour les tuer. Fait C'est que, Mais juste pour illustrer les propos, on a un étang qui est modeste, mais quand même. oui, c'est assez grand quand même. Mais là. c'est de l'eau de pluie, seulement de l'eau de pluie. Oui. Puis avec des petites pompes, tu régénères, tu oxygènes, puis les plantes. Bien, on a des grenouilles chaque année. Oui. C'est vrai. Oui, on a des grenouilles. Alors, à bien des endroits, les gens auraient des plans d'eau et ils Oui, parce qu'il y attireraient. a, Les amphibiens. c'est naturel, c'est une toile, mais le reste c'est naturel, donc il y a des feuilles qui tombent dedans. Et puis on a des nénuphars. Donc les nénuphars permettent aux grenouilles de se poser, aux oiseaux de se baigner, et ainsi de suite. Là. Ah, il y a des années où on a eu beaucoup de têtards. Oui. Et puis, ça fait des années, là, ça revient tout le temps, L'année tout le dernière, temps. on était à quoi, 9 grenouilles? On est allé à 13, À 13 14. grenouilles. Bon, oui, moi, à la j'avais fin de la perdu le compte, saison. Vous êtes allé, On faisait le compte tous les jours. Tous les jours, vous faisiez le compte. Bon. Donc, pour les attirer, ces amphibiens, Bien, ça prend des zones marécageuses, hein, des zones un petit peu humides, des bords peu profonds du bassin, une petite crique ou encore laisser du bois mort sur le sol. ça va attirer aussi Ça les, va les attirer amphibiens. les amphibiens parce que, n'oubliez pas que dans les grenouilles, vous avez des grenouilles arboricoles. Donc, Les gens ne savent pas ça. c'est hein? ça, les grenouilles arboricoles qui vont pouvoir aussi monter dans les arbres. Donc, si vous avez un terrain, si vous mettez du paillis propre, là, puis là, ça va pas marcher. Dépendant du paillis, ça peut marcher. Mais si vous laissez des feuilles, si vous laissez un petit peu de bois mort, si vous avez quelques herbes spontanées que vous arrachez, au lieu de les mettre dans le compost, vous les laissez là, ça va faire un petit peu d'azote. Tout ça va créer un milieu où les insectes, les amphibiens, tout le monde va pouvoir se développer tranquillement. Là, vous le voyez pas, c'est pas un problème. Ça travaille tout ça seul. travaille tout seul. Mm. Et puis, ils vont réguler des populations. Donc, c'est à vous, après ça, quand vous êtes dans le potager, de voir un peu les problématiques que vous avez, puis d'intervenir en fonction des problématiques et du niveau de problématique. Si les pucerons sont suffisamment importants pour tout détruire, ben là, c'est une chose. Mais s'ils sont sous contrôle, puis il y a même des coccinelles, je n'ai pas parlé de ça, mais il y a aussi des coccinelles, il y a aussi ça. Parce que je ne voulais pas parler des plus connus, là. Donc, c'est ces choses-là. Donc, ça permet d'avoir un équilibre. On a parlé des amphibiens. Là, on va vers quelque chose qui terrorise et Oui. qui pourtant a un beau rôle. Les reptiles qui sont utiles et qui sont de plus en plus présents. Je pense Oui. qu'on les tolère de Oui. plus en plus dans les Oui. banlieues, du moins. Mais depuis qu'on a abandonné les pesticides, depuis qu'on a réduit les pesticides, tout revient. Les insectes reviennent, les insectes utiles reviennent, les oiseaux. amphibiens reviennent, les oiseaux reviennent Oui. et les reptiles. Donc, c'est principalement les couleuvres, OK? Je vous
je vous dis tout de suite, les couleuvres, c'est pas dangereux, ça pique pas, OK, c'est pas agressif. Eux, ils se nourrissent essentiellement d'insectes, de vers, de limaces, ainsi que de poissons, de têtards, de grenouilles et de jeunes oiseaux. Là. Donc, il y a encore là une question d'équilibre. Vous avez des couleuvres aquatiques ou semi-aquatiques, donc qui vont aller dans une petite mare ou un bassin, ou des couleuvres terrestres. On laisse des broussailles disséminées, un tas de pierres ou un petit muret. Elles vont aimer les tas de pierres, les petits murets. Nous, on en avait sous le balcon avant, là, sous l'escalier en avant. Oui. Il y avait de la pierre, c'est chaud. On les voyait se mettre au soleil parce que les terrestres aiment la chaleur. Donc, les couleurs apparaissent aussi parce qu'il y a plus de chaleur. Donc, si vous les voyez, vous les laissez aller. Essayez pas de courir après. Laissez aller parce qu'elles vont manger effectivement toutes sortes d'insectes, puis même vos fameuses limaces là, qui posent problème. Oui, tout à fait. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologique? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, on va parler des rongeurs, comme alliés dans nos jardins. Oui. Bon, alors, on parle de quoi, là, ici? Alors, les 2 principales, c'est la souris des champs. OK? Tu le dis bien. Les souris des champs qui mangent des insectes sous forme de larves ou d'adultes, et qui mangent aussi des mille-pattes, des petits escargots et des vers. Les mille-pattes, on ne veut pas trop. Les mille-pattes, il y en a beaucoup. Mais en général, les mille-pattes, on les préfère dans le compost là, parce qu'ils sont très efficaces dans le compost. Attends, est-ce que dans un potager, ça pourrait être fatigant pour les légumes, pour les plantes? Oui, non. Les mille-pattes, non. Les mille-pattes, oui, non. Ben non. oui, si vous en avez beaucoup, là, c'est parce que c'est toujours pareil. Si tu en as quelques-uns, c'est embêtant, mais si ça contrôle les populations qui pour une raison ou pour une autre, deviennent exponentielles, ça, c'est autre chose. Mais dans le compost, tu dis, c'est parce que ça fait un bon travail. Oui. C'est très efficace. Oui, c'est très efficace. Oui. Quand tu ouvres ton tas de compost, puis il y en a plein, c'est correct. Si vous ouvrez votre tas de compost puis ça grouille là-dedans, dites-vous que ça travaille fort puis que vous n'avez pas à travailler pour le faire. Alors, il faut aimer les insectes. Voilà. Oui. Puis il y a aussi les campagnols et les mulots qui se nourrissent d'insectes et de limaces. Donc, les campagnols et les mulots qui peuvent être problématiques l'hiver, là, OK? Parce qu'ils peuvent venir gruger les écorces. Donc, on protège les écorces en hiver, mais l'été, ils vont manger des insectes et des limaces. Donc, c'est intéressant. Il y en a moins dans les milieux urbains, il y en a plus dans les milieux non urbains, mais vous ne les voyez pas de toute façon. Non. Donc, si vous protégez vos arbres, là, il n'y a pas de problème. Bon, alors, donc, tu as parlé de la souris des champs, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres rongeurs qui sont utiles? Alors, la musaraigne cendrée puis la grande musaraigne, ça, on en voit moins en ville, là, c'est plutôt en milieu campagnard. Larves et adultes d'insectes, les limaces et les escargots. Vous avez les taupes aussi, qu'on n'aime pas, OK, mais qui mangent les larves, des pupes, des adultes, de nombreux insectes ainsi que des fourmis, puis elles consomment des escargots et des limaces. On n'aime pas les gros trous qu'elles font, mais elles sont utiles, puis elles font des galeries qui aèrent la serre. Puis la moufette rayée, qui mange des larves. Une taupe, est-ce que c'est la marmotte? Non, c'est pas la marmotte. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la marmotte. Okay. Les marmottes, on les aime pas. Elles non plus, mais c'est ça. OK. Puis la moufette rayée, vous allez me dire, il va loin, mais qui mange des larves et des adultes d'insectes. Quand votre marmotte défait votre gazon pour manger des vers blancs, oui. Ben, vous avez moins de vers blancs sur vos légumes. C'est ça. OK? Donc, c'est ça. C'est ça, là, tu sais. Tolères-tu une visite de moufette? Ben, c'est ça. Mais si vous
faites votre gazon comme il faut. T'as pas de problème. Les moufettes vont aller le manger ailleurs que dans le gazon. Okay? Chez le voisin. Non, mais ailleurs que dans le gazon, elles vont aller le chercher dans la plate-bande, elles vont aller le chercher dans d'autres conditions. Okay? C'est ça. Donc, c'est drôle à dire, mais c'est une nuisance quand on a du gazon, mais c'est un allié quand on n'a pas de gazon ou qui vont bouffer dans le gazon ailleurs. Donc, ils vont réduire les populations à ce moment-là. Et quels sont les animaux qui n'ont pas leur place dans un jardin comestible? Les souris des villes, les rats, vrai? les écureuils, les marmottes, les tamias, les lapins à queue blanche, les lièvres d'Amérique, les ratons laveurs, les porcs-épics et les cerfs de Virginie. Dans ça, il y en a beaucoup qui visitent les potagers. Oui, effectivement. Mais même les tamias? Oui, même les tamias. Parce que les tamias peuvent manger les graines. Encore là, nous, on a 1, 2 ou 3 tamias. Donc, on gère sur notre... on est déjà allé à 4. Oui. Mais si admettons, on avait 10 tamias, là, on trouverait que c'est un problème. Là. OK? Donc, ils sont contrôlés. On n'est pas loin d'emboiser. Possiblement, ils sont contrôlés par d'autres prédateurs. Mais s'ils deviennent plus que, ils peuvent devenir problématiques. Actuellement, ce qu'ils font, c'est on n'a pas de problème, là, mais... Rappelle-toi qu'ils mangent un petit peu de nos fraises et haricots. Les fraises et haricots, oui, c'est ça. Oui. Ils mangent les fraises et les haricots. Puis ils font pas autre chose que de bouffer des trucs que tu veux garder. Donc, c'est pour ça qu'ils sont cute, ils sont adorables, ils sont beaux, on les aime. C'était extraordinaire. Mais quand tu vois la fraise que tu attends depuis 3 jours... puis qu'ils t'ont bouffé qu'ils t'ont mangé un morceau, 2 morceaux, puis après ça, ils sont partis à la fraise suivante. Là, tu trouves ça moins drôle. Moins cute. Un peu. C'est moins cute. Donc... c'est comme ça qu'il faut... Puis le raton laveur, on oublie ça bouffe tout. Le lièvre. Alors, les lièvres et les lapins, l'avantage que tu as, c'est que quand tu as un potager, si tu as du gazon ou de la prairie, ils vont commencer par manger le verre, qui est plus facile à manger que le potager. Avant d'aller dans tes légumes. Mais nous, ici, on est à côté d'un boisé, donc on est obligé de mettre une clôture tout le tour du potager parce que on a des marmottes, on a des lapins, on a des ratons laveurs. On n'a pas de cerf de Virginie, mais il y en a pas loin, là. Mais il y a une clôture, fait qu'ils ne rentrent pas dans le jardin. Oui, mais les gens qui nous écoutent peuvent avoir des expériences, tu sais, avec les cerfs de Virginie, avec les ratons laveurs, beaucoup de personnes. Oui, les ratons laveurs, ça bouffe un potager en quelques minutes. Et c'est effronté. Les marmottes aussi. Okay? Oui. Ce que font pas les taupes. Les taupes mangent des racines, mais elles vont pas manger le potager. Là. Elles vont manger... Sauf que tu as un problème en quelque part un jour. Sauf que ça ressort. Là. C'est pas beau, ça fait pas un beau gazon. Alors, comment on doit voir tous ces alliés-là? Les insectes, les crustacés, les araignées, les cloportes, les rongeurs, les amphibiens, les couleuvres? C'est tous des participants à un cercle vertueux. Fait qu'on part. Une plante est mangée par une larve de pierrite du chou. La pierrite du chou est avalée par un oiseau. L'oiseau peut être ingurgité par un écureuil dont une martre fait son déjeuner et qui finira dans l'estomac du rapace. OK? Quand le rapace meurt, les insectes sont les premiers à décomposer, puis la matière organique décomposée du rapace, elle sera utilisée par la faune et la flore du sol pour alimenter la plante. Voilà, le cercle vertueux qu'on devrait respecter toujours. Donc, c'est tout ça, OK, qui, chacun a sa fonction. C'est pour ça que je parle de fonctionnalité. Et tout ça dans son ensemble, c'est sûr que là, c'est bien beau ce que je raconte, là, c'est parfait, c'est le petit cercle vertueux parfait. Mais dans ce cercle vertueux, c'est l'équilibre dynamique, la dynamique qui va se faire. Et donc, les plantes l'ensemble du jardin va être en équilibre dynamique. Chaque fonctionnalité va être conservée. Et à partir de là, on va avoir moins d'interventions à faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'intervention à faire. Son intervention à faire, ça va être notre seuil de tolérance qui va être à établir. Est-ce que je veux 0 insectes dans mon jardin? Là, tu vas utiliser du pesticide en masse, tu vas utiliser tu vas être tout le temps en train de t'énerver après les insectes, ou je laisse la nature faire, je laisse ce processus procéder, et à partir de là, je vais arriver à un certain équilibre, et puis je vais venir contrôler, OK? Je suis en train de lire un livre extraordinaire où l'auteur explique que l'humain n'est pas en haut de la pyramide, contrairement à ce qu'on pense. Mm-hmm. Il est dans la nature. Et dans le cercle. Dans le cercle. Il est dans le cercle. Il n'est pas, on le représente toujours en haut de la pyramide, mais il est dans le cercle, et il est lui aussi
attaqué, OK? Et il a contrôlé ce qui les attaquait, les gros cervidés, les gros trucs. Mais il y a un truc qu'il contrôle difficilement. Et rappelez-vous, il y a quelques années, qui ne sont pas si loin, les virus. Les virus sont les plus petits organismes et qui attaquent les humains, OK? Et donc, l'humain est lui-même prédaté par des virus qui ont besoin des humains. S'il n'y a pas d'humains, il y a des virus pour d'autres choses, mais les virus qui attaquent les humains ont besoin des humains. Si les humains disparaissent, ces virus-là vont disparaître. Nos corps sont des systèmes complexes, c'est ça. Complets. Qui marche en interaction aussi avec l'extérieur. Vous avez besoin de votre microbiote intestinal pour vivre. Donc, à l'infini. C'est la même chose. OK? Tout ça, c'est des cercles. Donc, si vous cassez le cercle, si vous bousillez le cercle, si vous nourrissez plus la terre, si vous ne faites plus, bien là, vous allez vous retrouver avec un problème. Puis il faut faire encore plus d'efforts. Dans les banlieues, dans les endroits où c'est encore assez intact, beaucoup d'efforts, parce que la terre est tellement bétonnée. Oui. Dans les milieux bétonnés, tous les milieux urbains, c'est des milliards de kilomètres qui sont bétonnés, où il n'y a pas justement cette vie. Cette vie-là. Alors, en dehors de ça, il faut l'encourager. Donc, tu crées un déséquilibre. Mais énorme. Tu crées un déséquilibre énorme parce que tu n'as pas de biodiversité, tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas d'équilibre fonctionnel, puis ça ne marche pas. Puis on détruit des marécages partout. Non, mais c'est ça. On ne va pas entrer là-dedans. On n'entre pas là-dedans, mais pour dire qu'on devrait préserver ça comme comment tu appelles ça? Un bijou. Ben oui. Bijou de nature. On bousille des milieux humides, puis après ça, on va pleurer. Alors, ça complète ce balado qui nous réconcilie avec la nature, en fait, et le cercle vertueux dont tu parles. Alors, vous allez sur le site radiolégumes.com. Il y a plein d'informations. Vous avez les balados, il y en a plus d'une centaine. Vous pouvez les consulter quand ça vous chante. Je voudrais remercier Bionic et les deux frères Bionic, Xavier Gervais-Dumont et Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique et la musique. Salut tout le monde et prenons soin de notre terre. C'est tellement extraordinaire, cette vie qui se régule d'elle-même quand on la laisse aller. C'est tellement important parce que c'est notre survie à nous. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.